Donc je vais vous faire un cours un peu à la feu d'artifice. C'est-à-dire que ça va certainement manquer un peu de pédagogie. Ça va certainement manquer un peu de pédagogie et ça vous demandera peut-être à quelques-uns d'entre vous de faire le travail pour tous les autres pour aller rechercher les images dont je vais parler. Je vais aller extrêmement vite sur les présentations. Je suis historien et critique d'art. Je m'appelle donc Christian Palatier. Je dirige depuis 1991 une structure qui s'appelle Connaissance de l'art contemporain et qui forme les jeunes doctorants à la prise de parole et à l'oralité. Ça veut dire que sur recommandation de leur directeur de thèse, me sont adressés des jeunes doctorants que nous faisons co-travailler ensemble à créer des rencontres autour de l'art contemporain qui sont après données dans différents cadres, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir aussi bien dans le cadre de centres d'art contemporain, d'universités, que dans un cadre plus professionnel. On intervient pour la Caisse des dépôts, Hermès, L'Oréal, toute une partie de la chaîne créative de Peugeot, de Coca-Cola et autres. Mais le gros de notre travail, c'est de travailler avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire avec les départements, les régions et les villes, et les communautés d'agglo, enfin tout ce qui fabrique le tissu public. On donne à peu près 500 conférences par an, on fait des commissariats d'exposition, et depuis 12 ans, on est en charge de la formation des guides conférenciers de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. C'est-à-dire que les guides du Louvre, d'Orsay, de Versailles, du Grand Palais, qui sont confrontés à de l'art contemporain dans des bâtiments historiques aujourd'hui, dans des monuments historiques, sont des gens qui sont extrêmement brillants, mais pas tous totalement à l'aise avec l'art contemporain. Et quand ils se retrouvent au Grand Palais avec Bill Viola et qu'on leur demande « alors c'est quoi la différence entre la vidéo et la télé ?» Et autant ils sont capables de vous donner dans l'ordre chronologique les rois de Hugues Capet jusqu'à Louis XVIII, aussi bien pour des questions aussi simples, ça devient plus compliqué. Donc on va remonter aujourd'hui la timeline de l'art contemporain, non pas pour que vous appreniez les mouvements historiques, mais que vous saisissiez ce qui fait que dans le monde de l'art aujourd'hui, dans le cadre de ce que vous faites, industrie créative, le zeitgeist, l'esprit du temps, est essentiel pour saisir les modifications d'un moment à l'autre. Parce que vous le savez comme moi, il n'y a pas de chronologie réellement. Ce n'est pas un mouvement, on appelle un autre, on appelle un autre, on appelle un autre. En réalité, ce qui serait plus intéressant, c'est de faire un peu comme le jeu des 7 familles, c'est de tirer des cordes et de dire celui-là il va sur telle corde, celui-là sur telle corde, celui-là sur telle corde, plutôt que de dire alors il y a le cubisme, le surréalisme, l'abstraction, etc., etc. Ce qui n'a pas réellement de sens. Ce n'est pas une histoire des formes sur le fond. Si la mode, ce n'était que de la forme et de la matière, ça n'aurait pas en soi tant d'intérêt que ça. C'est de la pensée d'abord. Vous avez vu le diable s'habiller en Prada. Si vous pensez que ce bleu, avec votre petit pull, arrive de rien. Donc voilà, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est ça. C'est essayer de saisir ce qui fait que tout d'un coup, l'art moderne se met en place et qu'on intègre à l'arsenal des médiums et des matériaux possibles, le temps et l'espace. Vous vous souvenez qu'à la fin du 19e siècle, par exemple, il y a des gens comme Röntgen qui découvrent la radiographie. Et on commence à voir un corps en transparence. Qu'il y a des gens qui, en 1905, comme Einstein et d'autres, Poincaré, d'autres, qui posent la question de la relativité générale et de la relativité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut plus envisager la chose, c'est-à-dire la question de la représentation de l'espace de manière identique. Et que pour un artiste cubiste qui a été jusqu'à là formé dans l'idée qu'on voyait en perspective, la perspective est un peu le choc. Vous savez qu'on ne voit pas en perspective. Vous savez qu'on ne voit pas en perspective. La perspective, c'est un système mathématique, c'est un système intellectuel qui est mis en place à la Renaissance. C'est-à-dire au moment où Marcellin Ficin, Pic de la Mirandole, commence à imaginer qu'on va pouvoir mesurer l'espace autour de nous. Je vous rappelle que si vous pensez à l'art gothique, vous voyez des fonds monochromes avec la Vierge en gloire qui fait 15 fois la taille des personnages et des auréoles qui sont énormes. Voilà. Et assez peu et pas de bâtiment derrière. Et puis soudain,
on pourrait dire au XVe siècle. Voilà, découverte de l'Amérique, 1492. Voyez, on découvre la vastitude du monde. J'aime bien ce genre de mot. J'ai l'impression d'être une grande prêtresse du Parti socialiste. La vastitude. Pardon. Et donc, on a tout d'un coup la nécessité de mesurer l'espace autour de nous, sans exclure Dieu. Donc je vais résumer en 15 secondes l'humanisme. L'humanisme, ce serait mesurer l'espace en prenant l'homme comme mesure. C'est-à-dire que la planète et le monde s'étaient passés quand on la mesure en pouces, en coudes ou en pieds. Et soudain, ça va devenir la mesure du monde, l'homme. Et quand vous pensez à la Joconde, par exemple, vous voyez tous la Joconde. En réalité, si vous regardez bien la Joconde, il y a un premier plan, la Joconde, et un fond. Il n'y a pas de plan médian. Il y a juste un petit balcon, une petite balustrade derrière la Joconde, mais entre les deux, il n'y a rien. Donc il y a un premier plan et un fond. Et quand vous regardez au fond de la Joconde, il y a un pont sur une route un peu sauvage, et puis derrière, une route, pas trop sauvage en réalité, sinueuse, mais pas très sauvage. Et au fond, il y a les montagnes, vous voyez, les Dolomites que Léonard a vues, et qui sont avec des cimes effilées, dans un genre de sfumato, de brouillard. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Léonard peint la Joconde, il nous dit « Regardez derrière les épaules de la Joconde, il y a le rôle de l'homme qui est de rendre la nature plus humaine, de fabriquer des ponts et de faire des routes contre la nature naturante qui est au fond, c'est-à-dire ces cimes qu'on pourrait sortir et croire sorties d'un univers biblique. Et le nouveau rôle de l'homme, il est là. Et voilà pourquoi la Joconde est la Joconde. » Donc je le dis parce que 67% des gens qui sortent du Louvre ne comprennent pas pourquoi la Joconde est la Joconde. Ils la trouvent même un peu petite. Voire, ils ne la mettraient pas chez elle, quand même. Donc, c'est intéressant de comprendre que ce que cherchait Léonard, c'était de comprendre la nature de la lumière, la nature de l'espace. Quand il veut inventer des machines volantes, des hélicoptères, c'est le cas, hein, pour aller plus proche des sommets, c'est pour comprendre la nature de l'espace. C'est-à-dire, est-ce que l'espace est plus blanc parce qu'il est plus proche de Dieu, ou parce que c'est une propriété physique. Ce qui va se passer, à partir de la Renaissance, c'est que soudain, étant donné qu'on va mettre le monde en perspective, c'est le début de la perspective géométrique, donc on va inventer des machines à voir en perspective. Tellement c'est compliqué, tellement on n'a pas l'impression de voir en perspective. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous faites des dessins, vous dessinez la maison avec la cheminée qui fait comme ça, là. Oui, c'est des dessins gothiques. Et il faut un moment pour vous expliquer que la perspective, ça signifie choisir un point de fuite et faire tendre l'ensemble des horizontales vers ce point de fuite et conserver toutes les verticales. C'est réellement une construction mathématique du monde. C'est même une construction monoculaire du monde. Picasso disait « la perspective, c'est fait pour les nains et les borgnes ». Pourquoi? Parce que les machines, pour dessiner en perspective, c'était une table avec un verre qui était mis au carreau, et on avait la feuille mise au carreau, et on reportait d'un carreau à l'autre. Donc en fait, c'était vu à 1,30 m, et pour prendre un point de fuite, vous n'avez qu'à tous essayer, hein, visez mon nez avec votre doigt comme ça. Allez-y, visez mon nez, donc fermez un œil, parce que sinon vous allez... Maintenant, fermez l'autre œil, et voilà, il est là ou il est là, selon que vous ayez... Alors, fermez pas les deux, hein. Voilà. Fermez l'autre œil et vous allez voir que votre œil directif fait que pour faire un seul point de fuite, il faut avoir un œil fermé. Donc ça veut dire qu'il faut être un cyclope nain. Vous comprenez qu'au XIXe siècle, au moment où on commence à comprendre la nature de la matière physique du monde, avec des gens comme Chevreul, qui vont par exemple essayer de comprendre les lois sur les couleurs, et qui va définir les couleurs primaires, les couleurs secondaires, etc., etc., on va commencer à imaginer que nous ne sommes pas spectateurs du monde devant le monde, mais que l'on est dans le tableau. Et donc que le rapport à la peinture, il ne se fait pas entre la surface de la toile et moi, mais autrement.
J'ai perdu mon fil. Vous savez, il y a le traité de perspective qui date de 1400 quelque chose. Je connais ça par cœur, mais là, voilà, c'est l'âge. De Pictura Pingendi, et c'est, 1400, explique que le monde que la peinture, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Il va falloir attendre la fin du XIXe siècle pour que des artistes, comme Seurat par exemple, Seurat, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est la promenade à l'île de la Grande Jatte, la promenade à Asnières. C'est des petits points, et une tentative d'éviter le trait. Donc ça s'appelle le pointillisme. Voilà. Fin 19e, 1890. Donc vous approchez et vous dites, mais en fait ça ressemble à rien, c'est que des petits points. Et vous reculez, et le tableau il se fait dans la rétine. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Le rapport au tableau, il n'est pas entre moi et l'intérieur du cadre, il est entre la surface du tableau et moi. Dans l'espace. Vous savez, ici et maintenant, au moment où on commence à remettre en question l'idée même de Dieu, au moment où les grandes expositions coloniales de la fin du XIXe siècle posent un rapport différent à la connaissance qu'on peut avoir des primitifs. À un moment où l'affaire Dreyfus et la succession des affaires politiques et la remise en question du religieux, je vous rappelle qu'il y a déjà eu la révolution de 1840, celle de 1870, on traduit Marx en 1871, je crois, en français. Donc vous comprenez bien que les idées socialistes, elles sont en train, le ici et maintenant, il commence là. Il commence à un endroit où Van Gogh, que vous connaissez tous, dit qu'on peut faire de la peinture en peignant un tournesol. Un tournesol ? Mais ça intéresse qui un tournesol ? Enfin, la peinture, c'est fait pour l'élévation morale des gens. Le peintre, c'est quelqu'un qui est un guide. D'ailleurs, les femmes ne peignent pas. C'est tout ? On est quoi aujourd'hui ? On est le 8 mars. J'aurais dû entendre des hurlements, là. J'aurais dû entendre des hurlements. Là. Je vous encourage à lire un bouquin passionnant qui s'appelle « Les 4 femmes de Dieu ». 4 femmes de Dieu, ça explique comment la religion a tenu les femmes hors de la peinture en particulier, mais du reste aussi, puisqu'elles sont impures une fois par mois, vous le savez comme moi. Et donc, c'est terrible, hein. Soit c'est une sorcière, soit c'est une sainte, soit c'est une pute, soit c'est Bécassine. Ouais, c'est-à-dire une idiote. Ouais. C'est à peu près le résumé du livre que je viens de vous faire. Mais c'est très bien illustré dans l'histoire. Ça permet de comprendre pourquoi il faut des 8 mars. En fait, il faudrait tous les jours, et le 8 mars, ça serait juste la journée où on ne ferait rien. Ouais. Ça serait normal. Ouais. Ça serait comme avant, plutôt, comme aujourd'hui. Il ne faut pas que je fasse des digressions, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Quelqu'un me remet dans la... Van Gogh. Vous imaginez Van Gogh qui peint un tournesol ? Ou Monet qui peint des dindons ? Vous voyez l'élévation morale des gens. Hein ? Vous voyez à quel point... Alors, comprenez une chose. Vous voyez le pop art de Andy Warhol, les boîtes de conserve. Bon, alors le vrai pop art, c'est peut-être le début, c'est peut-être l'impressionnisme. C'est pour ça que l'impressionnisme plaît tant aux Américains qui sont incultes, qui sont issus d'une société qu'ils n'ont pas fondée sur le poids de la culture, ou du moins qu'ils ont fait en sorte d'échapper à ça, pour reconstruire un nouveau monde. Comment dans une histoire de la peinture qui est fondée sur les genres, on peut imaginer qu'on peut peindre des casseurs de pierre, des dindons, ou des meules, ou un tournesol. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le XIXe siècle se débarrasse du sujet. Les artistes expliquent qu'ils sont libres de choisir le sujet qu'ils souhaitent. Je vous rappelle qu'à la Révolution française, on se débarrasse de l'histoire des rois, des reines et de l'histoire sainte.
Donc on se débarrasse des 3 grands genres de la peinture. Vous savez que la peinture, elle est articulée depuis la création de l'Académie des Beaux-Arts, de l'Académie royale des Beaux-Arts, sur des genres majeurs et des genres mineurs. Il y a, dans les grands genres, il y a au sommet de la pyramide des genres, il y a la peinture religieuse, la peinture d'histoire sainte, la peinture d'histoire profane et la mythologie. Donc vous pouvez faire un tableau religieux qui est grand comme ça, avec une déposition de croix, et à côté l'enterrement ornant de Courbet. Et bien, l'enterrement ornant de Courbet, il va être là-haut, et l'autre, elle va être au premier plan. Oui, parce que vous savez que dans les salons, il y a un décorateur. La scénographie, ça n'existe pas encore. Et qu'on gagne de la place. Donc il faut mettre tous les tableaux les uns à côté des autres. Et qu'on met les tableaux qui ont des grands genres en bas et les autres petits plus haut. Puis tout au bout, vous savez, il y a la peinture de nature morte, des animaux et des fleurs. Voilà. Rappelez-vous quand même que peindre des fleurs coupées, c'est craindre Dieu. C'est se rappeler que nous sommes mortels. Peindre un crâne, peindre une bougie, peindre une fleur coupée, c'est se rappeler qu'à un moment donné, au moment du jugement dernier, eh bien Saint Michel Archange va peser notre âme et qui nous enverra du mauvais côté du tympan, dans l'église, et qu'on tombera dans la bouche du dragon, dans un backroom. Pardon. D'un after. Ça va à peu près quelque chose comme ça, à mon avis. Voilà. On est au XIXe siècle, au moment où on se débarrasse du sujet, et puis après, dans le même temps, vous voyez Monet qui fait 40 meules. Picasso disait, Monet, c'est le peintre du temps qu'il fait. C'est méchant. Hein. C'est méchant. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez essayer de comprendre qu'il faut intégrer le temps dans votre tableau, Monet, il a compris. Il est dans sa chambre devant la cathédrale de Rouen, il prend un tableau, il le met sur le cadre. Quand la lumière change, 1h30 après, il en prend un autre, il continue, il en prend un autre et il continue. Et en réalité, il ne veut pas vendre un tableau sans les autres. Ce qu'il veut vendre, c'est l'idée de cette temporalité. Essayez de trouver la nature de l'air, de voir ce qui, dans la série, fait la différence. Vous imaginez de peindre un peuplier dans le vent, de peindre l'eau, c'est tout ce qu'a fait. En fait, ça, c'est tous les sujets de Monet. Hein. Une meule. Une meule. Allez-y. Peignez-moi une meule nette. Trouver une aiguille dans une meule. Ouais, peignez une meule nette, c'est impossible. C'est-à-dire que vous peignez le mouvement, vous peignez comme un écran qui sera en pleine vibration. En réalité, la question qui se pose, c'est que la nature même de la compréhension du monde, elle change à la fin du XIXe siècle. Et qu'il n'est plus question d'avoir cette unité de lieu, de temps et d'espace que posait la Renaissance et que posait un rapport au monde qui était un rapport de domination totale de l'homme sur la nature comme s'il était extérieur à elle. Et soudain, le XIXe siècle, c'est-à-dire le positivisme, Auguste Comte et tous ceux qui, avec les scientifiques, vont définir de nouvelles voies pour mieux comprendre le monde, vont nous mettre dans des situations intenables. Rappelez-vous, en même temps, il y a le développement de la presse, il y a le développement des médias, qui fait que là où avant, il n'y avait qu'un salon, on va multiplier les lieux et les propositions pour aller voir de l'art, jusqu'en 1863. En 1863, Napoléon III va se retrouver devant un choix cornélien, parce que Manet, on pourrait dire que c'est le début de l'art moderne. Gaëtan Picon a fait un livre passionnant que je vous recommande, qui s'intitule 1863, la naissance de l'art moderne, où il explique que c'est peut-être là. Alors d'autres disent que c'est Picasso, et 1907 et les Demoiselles d'Avignon. Alors moi, quand j'ai commencé à apprendre l'art contemporain, on m'a dit c'est de 1945 à nos jours. Aujourd'hui, moi j'enseigne l'art contemporain, et je dis c'est de 1960 à nos jours. Tu sais, j'ai rajouté de 15 ans. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est pour ça que j'ai choisi l'art contemporain en réalité. Je ne vieillis pas. C'est rendez-vous dans 30 ans. Ok. Donc on supprime l'idée du chef-d'œuvre, l'idée du sujet, vous l'avez compris, et l'idée du chef-d'œuvre. 40 toiles. Cézanne qui nous fait
40 montagnes Sainte-Victoire. C'est pas parce que sa petite amie est venue dans la montagne, c'est parce que ce qui l'intéresse, c'est la peinture. La peinture pour la peinture. L'art pour l'art. Il faut tout consacrer à l'art, essayer de comprendre comment on peut arriver à représenter le monde. La réalité de l'espace. Du mouvement. Bien, donc vous savez comme moi qu'il y a 3 grands courants au début du 19e siècle, et je vais aller très vite, 3 grands courants au début du 19e siècle, le classicisme, le sac de Napoléon, vous l'avez tous vu dans le livre d'histoire, Jacques-Louis David, voilà, du sacre au désastre jusqu'à Waterloo, Napoléon. Jacques-Louis David, le classicisme, néoclassicisme, pardon. Le classicisme, c'est l'art grec, etc., etc. Face à lui, il y a des gens qui ont bien compris la Révolution française. Vous savez, la Révolution française, on se débarrasse de Dieu, on plante un arbre et on dit « Waouh, c'est le culte de l'être suprême. » Yo. Voilà, à partir de là, ça veut dire qu'on éjecte tous les grands genres. Et on va mettre en avant le paysage, qui jusqu'à présent n'existait pas. Et le paysage, il était bien quand on voyait la fuite en Égypte. Le paysage, c'était bien pour expliquer que nous, on était dedans et qu'on avait des choses très, très importantes à faire. Mais soudain, on va commencer à regarder le paysage. Et ça, c'est le début du romantisme. Alors, on va se dire, tiens, on va piocher aussi dans la littérature. On va piocher dans l'histoire, le radeau de la Méduse. Les types qui se bouffent entre eux. C'est journalistique, ça marche bien. Ça, c'est très contemporain. On pourrait faire des radeaux de la Méduse tous les jours aujourd'hui. De Sabra et Shatila jusqu'au dernier massacre qu'on a vu là. Donc, on va piocher les sujets dans le quotidien de plus en plus. Et puis, on va aller les piocher ailleurs. C'est-à-dire qu'on va casser les limites géographiques de la ressource de la peinture. On va aller les piocher où? Allez, il n'y a pas que moi qui travaille. Début du 19e, on va les piocher où? Où est-ce qu'il a été Napoléon? Avec Champollion? En Égypte. Et dans l'Orient. Ça s'appelle l'orientalisme. Voilà. Et donc, vous savez, c'est Ingres. Le bain. Vous savez, tout un tas de nanas à poil. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Ingres, en même temps, c'est très moderne. Il rajoute quelques vertèbres à ses modèles. La grande odalisque, c'est un truc incroyable. Elle a un dos qui est 2 fois trop long. On dirait un mannequin. Ceux d'aujourd'hui, vous savez, on ne prend pas les filles qui sont comme les autres. Voilà. Et donc c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et soudainement, on a l'idée qu'on est encore trop classique. Donc, néoclassicisme, David et les autres, romantisme, Delacroix, Géricault, etc. Et face à eux, la révolution de 1840 et puis les journées révolutionnaires, etc., les 48, etc., arrivent. Et là, il y a un peintre qui va s'imposer, qui est Courbet. Courbet, qui est ami avec Coudon, et qui est un anarchiste avant l'heure, et qui comprend que peut-être il faut peindre des casseurs de pierre. Des casseurs de pierre! Mais si vous voulez voir des casseurs de pierre, monsieur Courbet, vous avez qu'à sortir, aller à Saint-Germain-en-Laye. Il y a plein de gens, des ouvriers sur les bords des routes. Vous vous rendez compte que dans la littérature, il va falloir quand même attendre Germinal pour que ça apparaisse, mais dans la peinture, ça vient beaucoup plus tôt. Bon, pas excessivement, parce que quand même, Courbet, il savait très bien que ça a quand même été le premier à faire des expositions payantes. Évidemment, il n'était pas pris dans les autres. L'exposition universelle, ils lui mettent 2 tableaux avec des vaches. C'est un peu rude pour lui. En même temps, il savait très bien ce qu'il faisait. Il disait « Je peins pour mes petits actionnaires ». Je cite. Voilà. Et en même temps, il expliquait qu'il ne fallait pas peindre pour vendre. C'est nouveau, ça. D'habitude, on peint pour vendre. On est au service du roi. Même si Michel-Ange, déjà à son époque, expliquait qu'il se moquait totalement du goût des gens. Mais en fait, c'était Michel-Ange en même temps. Donc, voilà. Et donc Courbet, c'est un courant qui s'appelle ceux qui connaissent un peu, le réalisme, absolument. Et donc là, on est dans un moment où on va essayer de décrire avec le plus de vérité la nature du monde. Par exemple, Courbet peint une fille qui s'est retrouvée à la une de toutes les pharmacies pour des produits de minceur il y a quelques années.
On voyait une femme assez en chair qui arrivait vers un arbre avec une robe, une robe magnifique. On voyait que c'était une femme sans aucun doute de la grande bourgeoisie qui avait été se baigner. Ça s'appelle la Source, c'est à Orsay. Voilà, et on la voit comme ça, c'est un produit amincissant. Hein. Quand on y pense, c'est scandaleux. Voilà. Et alors à l'époque, la critique avait écrit à propos du tableau de la Source de Courbet que Courbet peignait ces femmes comme des crocodiles. Et parce que la lumière passait à travers les feuilles des arbres, donc ça faisait de la lumière légèrement verte, et elle était verte. Voilà, verte rose, mais verte. Voilà. Et Ingres, en même temps, voilà, peint la Source. Alors la Source, c'est une allégorie de la Source, donc c'est une femme nue avec une jarre qui coule. Ouais. Voilà. 1863, Manet, qui est héritier de tout ça, peint Olympia. Merci. Non, mais je suis navré, hein, il y en a qui vont s'ennuyer sûrement, hein, mais Olympia. Donc Olympia, c'est quoi? C'est une femme nue, allongée, qui est en fait une prostituée, et tout le monde le sait, parce que je vous rappelle que c'est quand même l'époque en 1863 où il y a le plus d'enfants naturels qui naissent. Ouais, on m'explique ce que c'est un enfant pas naturel. Voilà. Donc d'enfants naturels qui naissent, où il faut avoir une maîtresse, ce qu'on appelle les demi-mondaines. C'est celles qui vont faire en sorte que les grands musiciens, que de la fin du 19e siècle jusqu'à Chanel, c'est elles qui vont faire que tout va apparaître en réalité. Parce qu'elles seront la maîtresse d'Édouard VII, elles seront la maîtresse du roi d'Espagne, elles seront la maîtresse de tous les hommes puissants. Mais comme les femmes de bonne moralité ne peuvent pas aller ni au restaurant surtout, on voit à quel point ça nous manque. Pas de restaurant, pas de théâtre, pas de pensée intellectuelle. Voilà. Donc, et de fait, la fin du 19e siècle, ça met ça en route. Et quand au salon, on voit l'Olympia, c'est-à-dire une femme qui nous regarde droit dans les yeux, avec une servante qui amène, noire, qui amène un bouquet de fleurs d'un type qui sûrement est en train déjà d'enlever son pantalon derrière le rideau, enfin, je veux dire, la belle impératrice Eugénie de Montijo, femme très catholique de Napoléon III, prend sa cravache et met un coup de cravache sur le tableau. C'est insensé. Une prostituée ne peut pas nous regarder dans les yeux, quand même. En nous souriant avec un chat noir, en plus, qui signifie bien que c'est une prostituée. Et en plus, elle a l'audace de prendre la position d'une gravure de Marc-Antonio Raimondi, le graveur de Raphaël, que tout le monde connaît dans la peinture. Donc on voit tout à fait que, en fait, ce type-là est très intelligent, qui sait très bien de quoi il parle. Parce que Manet, c'est un grand bourgeois, quand même. Et alors, ce moment est essentiel pour comprendre l'art contemporain. Parce que vous avez l'impression que je ne vous parle pas d'art contemporain, mais en fait, je vous parle d'art contemporain. Ce moment-là est essentiel. Parce que le pouvoir se retrouve devant la nécessité de choisir si on doit ou pas montrer ce genre de tableau. Et à ce moment-là, en 1863, Napoléon III connaît de graves problèmes de politique intérieure. Vous savez, c'est l'année où il va accorder le bicamérisme, la deuxième chambre. Voilà, comme ça fait plus libre, c'est merveilleux. Et donc il va dire « Ah mais il faut compter sur le bon goût des Français ». Et donc il accorde un salon des refusés. Un salon des refusés. Voilà. En fait, c'est dans ce terme-là que se fonde la notion même de ce qui va devenir l'art moderne et l'art contemporain. Les refusés. Ça fait seulement depuis les années 80 que les artistes sont plus devenus des refusés, mais des gens qui ont intégré le système de l'entrepreneuriat. Mais auparavant, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir de là, il va y avoir... Alors vous imaginez, c'est refusé parce qu'il y a un salon. C'est-à-dire que si on n'est pas au salon royal de peinture, on n'est pas. On peut retourner dans la province, faire le portrait du notaire et des vaches. Voilà. Donc, globalement, le sculpteur qui n'était pas au salon, pour protéger sa terre, pour pas qu'elle gèle dans son atelier où il n'avait pas de chauffage à bois, il prend sa couverture, il la couvre et il meurt de froid dans la nuit. Et alors, on lui remet une légion d'honneur. Mais ça, c'est une histoire vraie. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était le seul débouché commercial. Si on voulait avoir un atelier, si on voulait avoir une commande d'État, etc., c'était le seul débouché commercial. Sauf que, vous le savez comme moi, il y a toute une bourgeoisie nouvelle qui arrive à la fin du 19e siècle et qui en demande de reconnaissance sociale. Et l'art, c'est de la reconnaissance sociale. Et il n'est pas question de mettre des saints et des saintes. Non, on veut bien mettre autre chose.
des meules, par exemple, hein, des tournesols, faits d'une manière... bon, ils ne savent pas peindre, mais c'est quand même très sympathique. Hein. Voilà. Lisez les grandes biographies des marchands de l'époque, ils expliquent avec bonheur comment c'est en réalité les grandes familles aristocratiques qui ont fait l'art contemporain, l'art moderne de l'époque. Grâce à eux, grâce à ces gens libéraux qui imaginaient qu'on pouvait faire une révolution et se débarrasser d'un certain nombre du poids qui pesait sur l'évolution sociale possible. D'autant plus que je vous rappelle qu'au même moment, les États-Unis ont contraint le Japon à ouvrir leurs frontières. Vous avez lu Soi, le roman ? Bon, lisez Soi. Baricot, super. C'est 82 pages. C'est super. Chaise longue, un mojito, pof, parce qu'on ne peut plus sortir. Ça se lit tout seul. Et ça explique comment une canonnière américaine est venue se mettre devant le Japon en disant « Soit vous faites du commerce avec nous, soit on vous explose. » Je m'excuse, hein, je synthétise parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Mais globalement, c'est à peu près ça. Avant, un bateau, ça n'avait pas le droit de quitter le Japon, ça avait le droit à une voile, et ça n'avait pas le droit de revenir. Donc ça ne pouvait pas exporter les secrets industriels. Hein. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir arriver quoi ? Des œuvres de gens que l'on respecte pour leur culture séculaire, qui s'appelle le japonisme. Et on va voir arriver un autre système de représentation du monde, c'est-à-dire d'un coup la perspective inversée. Ce qui est le plus loin va devenir le plus gros et de plus près, plus loin. Et en même temps, il y a les grandes expositions universelles qui nous montrent l'art d'Océanie, alors les primitifs, hein, vous savez, ces sauvages qu'on met dans des zoos, je ne plaisante pas, hein, jusqu'en 1930, et qu'on montre comme des zoos, comme des bêtes. C'est hallucinant et on a un vrai travail à faire là. Et je pense que l'art, le théâtre, la peinture, le cinéma fait partie de cette nécessaire correction de l'histoire européenne et occidentale. À partir de là, et on y va tout droit. Hein. On n'y coupera pas, sinon... 3 petits points. Et on voit les grandes expositions internationales et les grandes expositions universelles. Et on découvre, au moment où on est en train de remettre en question le religieux, c'est le moment où on va lire aussi Germinal, hein, je vous rappelle, hein, et on découvre qu'il y a d'autres possibilités de croire. Et que finalement, on peut aussi ne pas croire, la laïcité, mais envisager d'autres systèmes religieux que celui qui a toujours été le nôtre. Et que c'est pas moins, c'est autre, simplement. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, mais rappelez-vous, la grande crise intellectuelle et industrielle des années 1880 fait qu'il y en a des qui, comme Gauguin, s'en vont en Océanie, ou même moins loin, en Bretagne, à Pont-Aven, avec les nabis, ça veut dire les prophètes. Oui, des gens qui lisent la poésie et qui entendent, comment s'appelle-t-il, Jules, c'est pas Jules Laforgue, c'est... Émile Verhaeren. Bon, il aurait pu s'appeler Jules. Hein. Émile Verhaeren, Les villes tentaculaires. Je ne saurais trop vous dire de lire de la poésie, mais je sais qu'aujourd'hui, vous avez vu passer mon fils, c'est pas la peine, il y a du rap. C'est vrai, je ne plaisante pas, et du slam. Ça me va très bien, comme forme de poésie, c'est très bien. Et donc, ça n'empêche pas de lire Émile Verhaeren, hein, quand même. Et donc, les villes tentaculaires, c'est quoi ? Ben, c'est ce que nous dit Apollinaire, c'est ce que... Tu sais, les miasmes morbides, ce truc horrible, partir vivre à la campagne, arrêter d'être un cadre, et créer une maison d'hôte, écrasé par Bouygues, vivre en accord avec ce qu'on a vraiment envie de vivre. Ben, c'est pareil à la fin du 19e siècle. Voilà. Il s'en va en Bretagne, il écrit à son frère « Je m'en vais chez les sauvages ». Comme quoi il savait déjà ce qu'il disait. Voilà. Et il peint des Christ jaunes, quand même. Hein. C'est quand même assez voilà. Et la bataille de l'ange Gabriel et du démon en plein milieu d'une campagne avec des femmes habillées en costume local, normal, traditionnel, vernaculaire, voilà. Sur un fond rouge.
Ah oui, parce qu'il y a un truc énorme aussi. C'est qu'auparavant, on se disait qu'il fallait que la ligne, c'est-à-dire le dessin, soit la chose la plus importante, que le dessin primait sur la couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire de la bonne couleur. C'est-à-dire qu'en fait, un artiste, dans son atelier depuis la Renaissance, il a 30 employés, et lui, ce qu'il est censé faire, c'est inventer le dessin, le disegno. Le dessin, D-E-2-S-E-I-N. Et pour ça, il faut que, sur des sujets qu'il n'a pas inventés, genre une descente de croix, une mise en tombeau, etc., il faut qu'il ait de l'invention sur un sujet qu'il n'invente pas, mais en plus de ça, il faut qu'il dessine bien. Donc, très rapidement, on va le contraindre, par contrat, hein, et ça, c'est Fra Filippo Lippi, il s'engage par contrat à peindre le visage et les mains. Le reste, c'est les petites mains qui mettent en couleur. Parce que bien peindre le reflet sur une cuirasse ou la transparence sur un verre, c'est pas du génie, c'est de la technique. La couleur, en fait, elle est tellement féminine et trompeuse. Mais dites quelque chose. C'est pas moi qui l'écris, hein, c'est les traités de la Renaissance. Donc, artistes, méfiez-vous de la couleur. Le dessin, ça c'est important. Hein, voilà. Et donc, le dessin prime. Il y a 4 au moins grands exemples de querelles des anciens et des modernes dans l'histoire de l'art autour du dessin et de la couleur. Et à la fin du XIXe siècle, enfin, on arrive à se débarrasser de la primauté du dessin sur la couleur. La couleur était enfermée dans le cerne du dessin. Et soudain, Van Gogh, vous voyez Van Gogh? La touche qui décrit les états d'âme. Ah, c'est vrai. En même temps, en plus, il y a des types qui commencent à travailler sur l'inconscient. Ouais. Alors ça arrivera un tout petit peu plus tard, hein, c'est-à-dire que l'interprétation des rêves, Freud, c'est 1905, mais vous vous rendez compte que d'un coup, ça va ouvrir des portes qui nous doublent le temps d'existence. C'est-à-dire que d'un coup, la vie diurne va être aussi importante que la vie nocturne. Donc on a 2 fois plus de vie avec le monde des rêves. Alors, c'est pas nouveau, hein, la question de la caverne de Platon et de ce qui est le réel, de ce qui ne l'en est pas. C'est pas quelque chose de nouveau en soi. Mais en réalité, rappelez-vous, toute la peinture symboliste de la fin du XIXe siècle, où on voit des gens dans des grottes avec des hiboux qui passent, et où ils sont, ça vous parle un peu? Pas du tout. Le symbolisme, Gustave Moreau, fin du XIXe siècle. De toute façon, c'est simple. Quand le monde s'angoisse, parce qu'il faut fuir les villes, vous imaginez un peu des villes où d'un coup on a un exode rural massif vers les villes, où tout d'un coup arrivent des gens qui parlent des langues qu'on ne comprend pas, genre l'auvergnat, des Bretons, des Basques, et tout ça arrive à Paris, à Lyon, dans les soieries, tout le monde se retrouve dans des quartiers où tout le monde est misérable, avec des lavandières qui se prostituent parce que au prix où il n'y a pas de machine à laver. Hein, voilà. Et donc, on lave le linge, et voilà. Et donc, c'est ça le boulot, quoi. Le boulot, quand on n'a pas fait un tout petit peu d'école. Vous vous rappelez que l'école obligatoire, hein, c'est... Oui, alors, non. Charlemagne, c'est un petit peu, 800, c'est... Non, c'est plutôt Jules Ferry. Donc, c'est-à-dire qu'il faut attendre la séparation de l'État et de l'Église en 1906 pour arriver à installer un nouveau rapport de compréhension des rôles et de l'apprentissage et du monde, etc. Mais avant, vous imaginez bien que quand on se bat pour ne pas travailler 14 heures par jour avant 6 ans, c'est quand même un vrai problème. Hein. Mais à l'époque, quand vous lisez les comptes rendus politiques des manifestations et des grands raouts politiques, les grands industriels vous disent « on ne tiendra pas ». La concurrence internationale, les Anglais et les Allemands, font que si les enfants ne travaillent pas 14 heures par jour à 5 sous, on ne tiendra pas. Déjà. La Somalie, c'était le Nord avant. Les Hauts-de-France. J'exagère un peu. Je ne sais pas. Donc voilà, vous avez là à peu près le schéma de ce qui engage l'art dans le XXe siècle.
Voilà, on avait 3 courants, romantique, néoclassique et réaliste. D'un coup, on se met à regarder le monde et on se dit, et tiens, si on quittait l'atelier, parce que ça n'a aucun intérêt, puisqu'on peint plus, d'après ce qu'on sait, la mythologie, etc., on va aller peindre dans la nature, l'école de Barbizon, Corot. Voilà, bah, je dis ça, comme ça, vous pourrez aller chercher les tableaux. Hein. C'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est enregistré, donc le travail après, ça sera, vous allez aller chercher les œuvres. Corot, et puis arrive Manet, l'Olympia, le déjeuner sur l'herbe, peindre un nu dans la réalité de l'air. Vous savez, une femme nue, avec une copine nue, avec deux types habillés, au bord de l'eau, dans la forêt. Manet appelait ça sa partie carrée. Non, mais ils étaient beaucoup plus en avance que YouPorn. Non, mais croyez pas, ce qui était interdit aujourd'hui, c'était permis avant, quoi. Et donc, globalement, on se retrouve à un moment de l'histoire où eh bien, tout est bouleversé. Arrive le salon des refusés, et on va faire un salon pour les gens qui n'ont pas été pris au salon, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent rentrer au salon comme artistes, qu'il y a plus de 1000 artistes qui sont refusés. À partir du moment où les gens vont aller au salon, et ils vont se poser la question de pourquoi ça c'est d'un côté et pas de l'autre. Parce que moi, j'aime pas du tout ça. Par contre, j'aime bien ça. À partir du moment où on aura donné aux gens cette idée kantienne qu'on a tous du goût, vous savez, vous avez déjà regardé philosophiquement les critères du goût d'après Kant, vous savez, on a tous un goût, on est tous en capacité de dire, pour le vin par exemple, à Bordeaux, ça c'est très bien, on est tous en capacité de dire si ça nous plaît ou pas. Le goût, de noter de 0 à 10. Moi j'ai appris à déguster quand je suis arrivé ici, on m'a dit crache si t'aimes pas. J'ai craché, on m'a dit ah, tu sais ce que t'as craché là? Si tu m'as dit crache si j'aime pas, je trouve ça boisé, je trouve que on a l'impression d'avoir des tanins, plus savoir quoi en faire. Non mais c'était quand même très bien. J'ai appris au fur et à mesure. Et on m'a dit, tu sens le goût de mousse? Je dis, bah, évidemment, je mange de la mousse tous les jours. Je suis au pied des arbres, là, tiens, je vais manger de la mousse. Non, j'ai appris. Et j'ai appris une chose aussi, c'est que ce qu'on le regarde, on ne le sait pas naturellement. C'est un apprentissage culturel. On n'a pas une vision naturelle de l'art, pas plus qu'on a une compréhension naturelle de ce qu'il y a dans notre assiette. C'est totalement culturel. Le rapport à l'œuvre, il se fait dans la tête. Il n'est pas à la rétine. C'est pour ça que Picasso dénonçait autant Monet, qui expliquait que pour lui, l'impressionniste, c'est un art qui s'arrêtait à la rétine. Mais en réalité, ce qu'essayaient de faire les artistes qui vont débuter l'art moderne, c'est d'amener une dématérialisation de l'art, c'est-à-dire essayer d'arrêter de représenter le monde. Le mimétisme, ça va, c'est fini. C'est fini. Vous voyez bien quand vous faites une photographie, je fais ça de là à là, il y a 1000 mouvements que vous n'avez pas vus. Et la chronophotographie, Et la chronophotographie va le montrer. On ne peut plus se fier à l'œil. Étienne Jules Marais qui photographie un cheval, ou Muybridge qui photographie un cheval au galop, on avait toujours pensé qu'à un temps d'une course du cheval, il y avait une patte qui était toujours au sol. D'un coup, on va se rendre compte qu'il a les 4 pattes en l'air. Mais comment il court? Et vous imaginez, vous allez vous retrouver dans un train. Et là, vous allez voir le paysage en accéléré. Vous vous rappelez que devant les premières voitures qui allaient à 14 km/h, il y avait des gens qui couraient avec des drapeaux. Attention! Une voiture arrive à 14 km/h. On faisait des bataillons de vélocyclistes pour la Première Guerre mondiale. Et on s'engageait dans les bataillons cyclistes, parce qu'on était carrément des modernes. Hein. Umberto Boccioni, les futuristes. Donc il faut bien se rendre compte de ce qui bascule, c'est-à-dire qu'on passe de la roue à la 5G en un siècle, de la roue à la vapeur, de la machine à vapeur à la 5G en 2 siècles. Pas mal. Voilà. Et encore, la machine à vapeur, on l'a inventée avant, mais ça n'existe qu'à partir du moment où on la systématise. C'est comme toutes les inventions, tu vois. Ok, donc, fin 19e, on fait quoi? On fait une peinture où on va se débarrasser de la ligne et du trait. Soudain, le trait qui était le maître de tout, la couleur va prendre sa liberté et on va avoir dans le même tableau de la couleur et de la ligne qui ne discutent plus ensemble. Un peu comme, je sais pas moi, un poème sans ponctuation. Ah bah si, c'est ça.
Apollinaire. C'est ça. Vous avez la liberté de mettre la ponctuation là où vous voulez. C'est le lecteur qui a le droit de faire cela. Et dans la danse contemporaine, dans la danse classique, dans la danse moderne à l'époque, pardon. D'un coup, vous allez avoir une musique et des gens qui vont danser. Avant, la musique, on dansait sur la musique. Tout d'un coup, on va danser et la danse va devenir en soi une expression plastique. Et la musique, une autre. Et ces deux sentiments qui vont se coller, qui vont en créer un autre. Exactement comme dans cette nouvelle poésie de la fin du XIXe siècle, qu'il faut absolument relire, mais j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Mais je suis sûr que quand vous entendez... allez. Il y a... Voilà, bon, enfin... j'ai du slam, là, récemment. Là, j'ai été avec Maras, qui est un des très grands slammeurs à Bordeaux, qui m'a... Vous connaissez ? C'est génial. Hein, c'est juste... qu'on reprend Ferré ou Apollinaire en slam... Fort. C'est Georgia et Virginia, hein, ça y va. Hein. Bon, donc on a là à peu près posé la situation. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est attaqué au système des beaux-arts. Voilà. Ce qu'on remet en question, c'est le système des beaux-arts. Alors on va faire quoi ? Ben, si c'est pour aller aux beaux-arts pour peindre les moulages des œuvres antiques, et si on allait peindre comme faisait l'école de Barbizon en plein milieu de la forêt de Fontainebleau, on pourrait même faire une petite plantation. Pardon. C'était le cas, hein, sauf qu'ils prenaient des trucs beaucoup plus durs. Mais l'absinthe, c'est des Chinois, là, comment ça s'appelle ? L'opium, voilà, c'est HSBC qui était déjà à l'origine de tout ça, vous le savez comme moi. Donc, et oui, c'est ça, hein, c'est la réalité. Et donc, on se retrouve fin 19e avec l'impressionnisme, Renoir et quelques autres. Degas, ah oui, Degas, c'est très important, Degas. Parce que Degas, c'est un des premiers qui a un des premiers appareils photo, Kodak, ça fait 1888, Kodak. C'est incroyable, ça veut dire qu'on va commencer à faire de la photographie un peu pour tout le monde. On n'imagine pas que tout le monde aura un jour un appareil photo sur soi, en permanence, mais c'est le début. Et donc, on va pouvoir changer le cadrage. Oui, parce qu'avant, c'est simple, hein, un cadrage bien fait dans l'art classique, c'est la règle des 2/3. Hein, que ce soit équilibré. Quoi. Et d'un coup, on va pouvoir prendre une petite danseuse par-dessous. Ou une fille qui fait sa toilette dans un... Ah oui, parce que si vous voulez voir une femme nue et que vous n'avez pas le droit de voir de la mythologie, il va bien falloir la voir quelque part. Hein. C'est soit à l'opéra, soit au bordel. Hein. C'est à peu près les deux seules fois où on peut à peu près en voir. Hein. Donc, et comme 87% des nus féminins dans les musées sont des femmes, pardon, 87% des nus dans les musées sont des femmes, il va bien falloir continuer à montrer quelque chose qui fait vendre. Vous savez, comme pour les voitures dans les salons de l'automobile. C'est terrible, c'est affligeant. Enfin, je dis voiture, mais en fait, on vend les MiG et les avions de chasse, pareil. Hein. Vous allez dans un salon c'est pareil. Bon, l'impressionnisme. Alors, au bout d'un moment, l'impressionnisme, c'est bien quand même. On se rend compte que on a compris qu'il y a la photographie qui arrive. On a compris aussi que la peinture en tube est arrivée. Et donc, on peut aller se déplacer. On a compris qu'on pouvait quitter l'atelier. On a compris qu'on pouvait tirer l'art d'autre chose que de l'histoire. Et on a compris qu'on pouvait arrêter de l'apprendre à l'école. Et donc, on va voir le développement de l'Académie Julian, de l'Académie... etc. J'ai un trou, ça finit par un I. Colonetti, Coloma, j'ai un trou. Je le connais par cœur pourtant, mais bon. Donc, il va y avoir des ateliers et on va pouvoir... Et du coup, vous savez pas quoi ? Les filles vont pouvoir aller suivre des cours d'art. Et l'histoire de Camille Claudel, etc. Si, incroyable. Et donc, contre l'avis de leurs parents, naturellement. Pas non plus... voilà. Mais elles vont pouvoir y aller. Et on se retrouve à la fin du XIXe siècle avec quelques courants très révolutionnaires, donc les symbolistes, Gustave Moreau, enseignant à l'école des Beaux-Arts de Paris, qui disait à ses étudiants « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Allez plutôt peindre dans la rue et dans la forêt que de rester à l'école. » Quand même... vous avez déjà vu Gustave Moreau, je suis à peu près sûr, le Sphinx
Oedipe interroge dans le Sphinx. Vous savez, les 3 étapes de la vie, etc. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous voyez, le trait prend sa liberté, l'Art Nouveau. À Paris, les entrées de bouche de métro, la ligne en coup de fouet, la ligne végétale, Hector Guimard, etc. Et puis à côté de ça, Mouchat et quelques autres très grands artistes, Félicien Rops. Félicien Rops, c'est super. Une femme qui tire en laisse un cochon sur un muret. Allez voir, c'est super. Porno, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom comme ça, porno quelque chose. De toute façon, vous allez devoir le chercher, parce que tout ce que je dis, vous allez devoir le chercher. Pornocrates. Qu'en même temps qu'on a l'Olympia de Manet, en face de lui, il y a Alexandre Cabanel qui peint La naissance de Vénus, qui est acheté immédiatement par Napoléon III. La naissance de Vénus, c'est pas compliqué. Hein. C'est une femme nue, par une femme. C'est une adolescente de 16 ans imberbe dans une conque, avec 3 petits anges au-dessus, oui, parce que comme ça, on peut dire que c'est une Vénus, voilà, qui est debout comme ça, imberbe, hein, pas de poils, donc il ne faut pas rigoler. Quoi. Et en fait, c'est du pipe show. Voilà, c'est terrible, hein. Mais ça, c'est accepté, c'est toléré. Autrement dit, vous imaginez bien à quel point, rapidement, quand vous y pensez un peu, Picasso, vous voyez le nombre de nus chez Picasso, mais pas beaucoup. Hein. Au début, puis après, il peint des pipes et des compotis. Hein. Cézanne, il a peint des quantités de montagnes. Hein. Monet, des quantités de meules. C'était pas parce que les femmes les intéressaient pas, c'est parce qu'on sort cette question de la représentation du nu. En même temps qu'on va essayer de choisir des sujets qui bougent, et en même temps qu'on va choisir des sujets dans le quotidien. Donc arrive le tournant qui font qu'on remet en question le fait de peindre avec des couleurs qui ressemblent au réel. Donc on va peindre, si on voit un arbre un peu vert, on va le peindre carrément vert. Voilà. Et ça s'appelle les fauves. Matisse, 1905, salon d'automne. Ah oui, puisqu'évidemment, puisqu'il n'y a plus l'Académie royale de peinture qui fait son salon, les artistes vont se regrouper en académie et en association. Ils vont faire des salons pour se vendre. Donc il y a le salon d'automne, le salon d'hiver, etc., etc. Donc quand le salon d'automne arrive, les tableaux sont à peine secs parce qu'on rentre de Collioure, ça sent encore la peinture, mais vraiment ils ont retouché la veille encore, qu'on accroche, et on peut voir Madame Matisse avec la moitié du visage bleu et l'autre moitié verte, avec un gros trait vermillon au milieu. Picasso, à mon avis, et Matisse, ils ne devaient pas fumer que de la pipe. Hein. Voilà. Voilà. C'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on est là, devant... Alors, Picasso n'est pas un fauve. Hein. Matisse, il est avec Derain, Vlaminck et quelques autres, et il crée donc le Fauvisme. 1905, ils ont une salle au salon où il y a un petit pêcheur très néoclassique, très dans l'ordre de la norme du goût, et il y a un critique qui dit qu'on dirait un esclave enfermé dans la cage aux fauves. Parce qu'autour, les tableaux, ils hurlent. Et oui, parce qu'ils hurlent, parce qu'ils ont compris qu'il faut arriver à travailler dans la dissonance la plus forte entre une couleur primaire et la secondaire, et donc il faut faire hurler les couleurs, mais hurler de façon sonore, que ça crie, que ça crisse. Et donc oui, c'est la cage aux fauves, on a l'impression d'entendre les petits pêcheurs, sur son petit socle. Vous allez aller voir, il est trop mignon le petit pêcheur de 1905. Hein. Petit marbre, hein. Tout kiki. Voilà. Résultat, il y en a qui, avec Picasso, avec Matisse, se disent et si on allait regarder là où les autres n'ont pas encore été regardés, là où Gauguin a été regardé, par exemple. Là où Gauguin a été regardé en Océanie, qui a appris de l'art primitif, qui s'est mis à retailler le bois. Alors qu'avant, la sculpture, c'est industriel. Hein. Rodin, c'est 40, 60, 80 praticiens dans l'atelier. Hein. La sculpture, c'est industriel. Hein. C'est sale. Le peintre, c'est propre. Vous les voyez tous. Hein. Autoportrait du peintre, ils portent tous des cravates, des costumes. Et là, le sculpteur, c'est sale. C'est plein de poussière, c'est 80 personnes dans l'atelier, c'est un limite industriel.
Pauvre Rodin, il s'est battu pour arriver à faire de la sculpture impressionniste. Qu'on arrive à l'exposer dans la lumière, par exemple, et pas dans le fin fond à l'ombre. Qu'il arrive à dire qu'on pouvait faire du non finito, c'est-à-dire ne pas achever. Vous vous souvenez Michel-Ange ? Michel-Ange qui aussi commence des sculptures et qui ne les termine pas. Et on se dit, tiens, si on repartait de là, tu vois. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a le triomphe de l'art français. On avait quand même perdu la guerre du 170, mais après on avait décidé qu'il fallait revenir à l'art national. Donc on a inventé Vercingétorix. Vous vous souvenez, Vercingétorix, ça n'existe pas. Vous expliquez à Louis XIV qu'il y avait un Vercingétorix, il ne sait même pas qui c'est. Il ne sait pas qui c'est. Donc on a inventé la gloire nationale et on a même appelé les enfants Vercingétorix. Donc, à la fin du XIXe siècle. Et donc on a commencé à regarder l'art gothique. C'est le truc qu'on détruisait jusqu'au XVIIIe siècle pour réutiliser les pierres. Et d'un coup, on a regardé les vitraux et on s'est mis à les sauvegarder. Les vitraux, vous savez, ces gros traits noirs avec de la couleur en aplat. C'est tout ce qu'on montre, la gloire de la France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Pensez bien que les peintres, ils voient ça. Ils vont le réutiliser dans leur peinture. Ils vont faire un mélange entre l'art primitif et puis l'art primitif européen. Picasso qui va aller dans les églises romanes et gothiques en Espagne, en Catalogne. Et puis alors ils remontent avec tout ça, et là ils se disent, et si on se débarrassait de la représentation en perspective, si on inventait un nouveau système pour représenter le monde. Ça s'appelle le cubisme. Le cubisme. En 1912, il y a un artiste, qui s'appellent Glaise et Messinger, qui vont théoriser, ils vont écrire du cubisme. C'est-à-dire un nouveau moyen de représenter le monde. Une nouvelle moyen de voir en perspective. Vous oubliez tout le reste, et on va partir du point de vue que je vais peindre Mademoiselle d'ici à un temps n, un espace n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, et je vais mettre toutes ces facettes à l'intérieur, et que ça va faire de la 3D. Et que sur ma surface, qui est soi-disant plane, on va avoir la forme qui ressort en volume à l'extérieur. Alors je vais même essayer de faire des sculptures avec des bouts de carton pour voir comment ça marche la 3D à l'extérieur, et pour arriver à avoir sur un fond qui est finalement assez encamailleux, avoir une forme qui ressort. Et oui, parce que vous avez bien compris qu'avec la fin du XIXe siècle, arrivait l'idée qu'on pouvait se débarrasser de la peinture, faire par exemple du papier peint. Tous les tableaux de Cézanne, c'est un bouquet de fleurs avec du papier peint derrière. Mais en fait, le papier peint, il est hyper important. C'est-à-dire, le papier peint, c'est la réalité du mur, c'est pas une perspective. C'est-à-dire, c'est la surface du tableau, et on vous dit à la fin du XIXe siècle, d'un moment super positiviste et scientifique, un tableau, c'est d'abord une hauteur et une largeur avec de la couleur posée sur une toile. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est toute l'histoire de l'art moderne et contemporain. Pas ailleurs, là-bas, plus loin, far, far away, comme on dit ce Shrek. Non. Ici, là. C'est là que doit se faire l'expérience. Vous n'allez plus à un vernissage aujourd'hui sans qu'il y ait un truc qui vous rende un peu plus intelligent et vous avez expérimenté quelque chose. Voilà, il faut que ça soit partagé avec le spectateur. Il faut que mon assistante repasse un coup sur les murs. Donc, à partir de 1907, l'importance de l'art africain et océanien va devenir essentielle. Et on va commencer à regarder, alors pas nous, non, il faut que ce soit les Américains, c'est-à-dire Gertrude Stein et tous ces nouveaux riches qui vont acheter de l'art cubiste et repartir avec dans les grandes fondations qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Eh bien, en même temps, c'est normal. C'est le petit-fils c'est Pierre Matisse qui va avoir la plus grosse galerie d'art contemporain. Celui qui écrit l'histoire fait l'histoire. Celui qui écrit l'histoire fait l'histoire. Si on a une faillite relative de la pensée aujourd'hui à l'université, c'est parce qu'on ne produit plus assez de textes. On ne produit plus assez de docteurs en histoire de l'art qui produisent du texte. On laisse ça aux Allemands, aux Américains, aux Anglais, aux Chinois aujourd'hui. Donc, il est essentiel de produire du texte. Il est essentiel d'aller au-delà. Voilà. Et donc, de maîtriser ce qui s'écrit. Parce que, par exemple,
En 1907 naît le cubisme. En 1909 naît le futurisme italien. Marinetti, un homme assez riche, grand bourgeois, qui décide de regrouper quelques artistes et de dire qu'il faut faire table rase de l'histoire en Italie, parce que sinon on n'avancera jamais, quoi. Et donc il faut noyer l'histoire dans le caniveau. Ouais. Cinématographiquement, c'est pas la lune dans le caniveau, mais c'est à peu près l'idée. Qu'une voiture qui pétarade à pleine vitesse, c'est plus beau que la victoire de Samothrace. Je cite, hein. Et vous vous rendez compte un peu, la victoire de Samothrace, elle est fléchée au Louvre. Il y a 3 œuvres fléchées au Louvre. La Joconde, la victoire de Samothrace et une autre. et le disco-ball, la Vénus de Milo, c'est ça. Pas de bras. C'est ça. C'est la Vénus de Milo. On n'a pas osé encore... on n'a pas osé... Pardon, je vais arrêter là. Non, parce que vous avez vu, vous avez vu avec Omar Sy et Cluzet le pas de bras, pas de chocolat. Enfin, petite Cassini du nez sur la toile. Voilà, c'est génial, j'adore ce passage. C'est un bon moyen d'expliquer le rapport qu'on peut avoir avec un art qu'on qualifie d'élitiste et qui n'en est pas un. Pas de bras, pas de chocolat, ça veut dire tu travailles pas, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Et donc, en fait, ce que vous faites, vous, quand vous goûtez un plat, c'est du travail. En fait, vous ne vous rendez pas compte. Quand vous regardez un tableau, c'est du travail. Quand vous lisez un livre, c'est du travail. Quand vous regardez un film, c'est du travail. C'est du travail qui n'en paraît pas, mais c'est du travail. Ça demande intellectuellement une lecture qui s'appuie sur votre background, sur tout ce que vous savez. Je ne vais pas refaire tout Bourdieu ici, mais il est clair qu'on a une culture qui s'appuie sur son milieu, son apprentissage, sa propre culture, et qui va faire qu'on est en capacité de voir et goûter de la mousse si on le sait. Donc, cultivez votre cerveau pour que votre œil, votre oreille ou votre goût sentent plus. Donc, les cubistes arrivent, les futuristes arrivent, et les futuristes, on va les passer à la trappe, parce qu'on écrit l'histoire. Adieu, c'est des copieurs de français. Rien à faire. Il n'y en a qu'un, c'est Vérini, qui va épouser la fille du prince des poètes, Paul Fort. Donc il aura la chance d'à peu près apparaître, mais les autres, Boccioni ira se faire tuer en 1916 dans un bataillon cycliste. Et les autres, malheureusement, je vous rappelle que la fondation des premiers faisceaux fascistes à Milan, c'est 1922-23, et malheureusement, les futuristes vont adhérer au fascisme assez rapidement, ce qui va permettre de bien les discréditer dans l'histoire de l'art, et adieu. On va garder la vision de la France comme le seul pays de l'art jusqu'en tard. Jusqu'en les années 70, on va réhabiliter, 80, on va réhabiliter le futurisme italien, qui aura lui essaimé entre-temps, mais on n'aura pas écrit dessus, en Russie et en Amérique du Sud et ailleurs. Alors, rendez-vous compte, on est là en 1908, il y a le cubisme, il y a le futurisme, et puis, se nourrissant de toute l'aventure des impressionnistes, de Monet, de Cézanne surtout. Hein. Parce que Cézanne, c'est quand même, je vous rappelle, le premier cubiste s'appelle le cubisme cézannien. C'est-à-dire qu'on va travailler avec la touche, c'est très structuré. Vous savez, Braque qui fait des petites maisons, les maisons à l'estac, et il y a un critique qui dit on dirait des cubes. Ah, je sais, c'est bête. Hein. Et on va appeler ça le cubisme. C'est pour ça qu'après, beaucoup d'artistes vont vouloir faire écrire eux-mêmes leur manifeste. Ils en ont marre d'être le fauve parce que c'est un fauve dans la cage aux fauves. Ils vont avoir envie de porter du sens, du message, d'affirmer leur position. Ce qu'ils ont fait déjà, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de manifestes, du symbolisme avant, mais globalement, ça va se développer de plus en plus. Donc, Léger, Fernand Léger, qui va développer le tubisme. Ça, c'est Apollinaire qui veut un peu le séparer, donc des gars avec des tubes. Voilà. Et puis après, à côté, l'orphisme, un petit peu plus tard, 1918. Et à côté, l'orphisme, donc c'est Delaunay. Hein. Les tours Eiffel de Delaunay, que vous avez au musée d'art moderne de la ville de Paris, très très beau. Qui parle des avions, qui parle des hélices. Vous vous rendez compte, on arrive dans un salon de l'aviation, avec des objets, des ressorts, des moteurs. Enfin, mais
Vous imaginez un peu ce que c'est pour un artiste contemporain comme Duchamp, comme Brancusi. Ça va, Brancusi? Sculpteur roumain qui est à Paris, ami de Picasso, ami de Marcel Duchamp, ami de plein d'autres. Ils arrivent, ils voient des pièces d'avion, mais c'est des sculptures pour eux. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une hélice d'avion comme ça qui tombe. Et il y a Brancusi qui regarde Picasso et qui lui fait... Ben, tu vois, quand une sculpture pourrait être aussi pure que ça, eh ben, on aura réussi. On se rend compte que la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle du système industriel fabriquent des objets qui sont dignes pour les artistes de devenir de la sculpture, qu'ils la voient comme ça. D'autant plus que je vous rappelle que Picasso, dès 1912, a commencé à faire du collage. 1910, nature morte sur une chaise cannée. Tu vois. Nature morte à la chaise cannée. Du collage. Donc à coller un petit bout de ci, un petit bout de ça, un petit bout de journal, à couper les mots. Apollinaire avait déjà commencé, vous voyez, c'est jamais que la continuité quand même de beaucoup de choses. Bon, et puis vous imaginez bien que arrive la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, c'est simple. Hein. Si vous peignez des pipes et des compotiers, ben vous pouvez directement aller dans un autre pays, puisque vous n'êtes pas nationaliste, et qu'il faut peindre des cuirassés partant à la charge. Donc, à l'Assemblée nationale, les députés d'extrême droite, de droite, du centre, expliquent qu'il ne faut pas prêter les palais nationaux aux cubistes. Et on écrit cubiste avec un K. Cubiste! Et que, à l'époque, la critique explique que, de toute façon, ce ramassis de l'école de Paris de juifs et de métèques, des métèques contre l'art français, un livre exemplaire sur la façon dont on peut être ordurière une certaine idée de l'art. Je vous rappelle que Picasso ne fait pas la Première Guerre, hein, parce qu'il est espagnol, hein, planqué, tout. Voilà. Et tout le monde dit non, il faut revenir à l'ordre. Il faut revenir à l'ordre. Et les cubistes disent, attendez, excusez-nous, là, parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça y est, on commence à être un peu, de la Première Guerre mondiale, on commence à être un peu reconnu, mais on est rentré des tranchées gazées. Fernand Léger, qui dit dans un courrier, il n'y a pas plus cubiste une guerre qui vous envoie balader un type aux quatre coins d'un champ de bataille. Hein. Ça, c'est de la fragmentation. Hein. Vous pouvez y aller, qui arrive avec les gueules complètement en biais. Vous avez vu les images des gueules cassées, hein. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça ressemble à de l'art primitif? C'est étonnant. Et tout d'un coup, on se dit, bah oui, ça pourrait être intéressant. Et en même temps, je vous rappelle que les grands courants de lutte politique au lendemain de la Première Guerre mondiale sont très forts. Donc, le communisme et le socialisme commencent à s'ancrer. Et donc, on commence à réfléchir autour de la notion de capitalisme et va se créer, dans ce rapport à la remise en question du lien entre l'art et l'économie, de nouvelles écoles. Ah ben, en Allemagne, il y en a une formidable en 1919 qui se crée, qui s'appelle le Bauhaus, voilà, qui veut faire le lien entre les artisans et les artistes et les industriels. Ah oui, on peut se poser la question de savoir si on a encore besoin de mains au XXe siècle hein, pour faire de l'art, hein, puisqu'on fait du collage avec des journaux, et qu'on trouve qu'une pièce d'hélice d'avion, on pourrait pratiquement faire une œuvre en soi. Et le Bauhaus, de 1919 à 1933, avec des gens comme Kandinsky, avec des gens comme Joseph Albers, vont remettre en question l'apprentissage de l'art en lien avec le mobilier. C'est-à-dire que les héritiers du Bauhaus aujourd'hui, c'est Ikea, l'homme un des plus chers du monde, un des plus riches du monde. J'exagère un tout petit peu, mais globalement, c'est bien comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire l'art au service de tous, la création de ce qu'on va appeler le design. Des artistes qui se mettent au service des masses. Des masses? Mais c'est ça, en 1917, il y avait une révolution, vous vous en souvenez pas? La révolution russe. Et en 1925, il y a un type complètement fou qui s'appelle Nicolas Taraboukine, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le dernier tableau ». Ce qui voudrait dire que la peinture est petite bourgeoise? Non. Fait pour décorer le dessus du canapé? Oh, allez. Que les artistes sont des parasites au service d'une classe sociale? Et qu'il est temps qu'ils se mettent au service des masses? Pour dessiner des vêtements et des décors pour faire des manifestations et décorer les usines?
Ah oui. Vous voulez dire qu'on peut continuer à faire ce qu'on faisait avant? Ah, je crois pas, moi. Je crois pas. Moi, je crois que quand on est artiste, on a conscience de ce qui se passe. Quand on n'est pas là pour savoir si on va mettre là du jaune ou du rouge. Non. Non, on est là à savoir et on se pose la question, pour qui je travaille? Qu'est-ce que je fais comme forme? À qui ça s'adresse? À qui je parle? Est-ce que je préfère être riche et reconnu, ou est-ce que je préfère me mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin? Ben, j'enseigne dans différentes écoles des beaux-arts. Quand je dis aujourd'hui à mes étudiants qu'à l'époque du théâtre national populaire, dans les années 60, 70, il y avait des artistes qui expliquaient qu'une bonne œuvre d'art, c'est une œuvre d'art qui ne se vendait pas. Ils me regardent aujourd'hui en me disant, mais alors comment on vivait? Ben, allez regarder dans l'histoire. Tu peux me lire la dernière phrase en bas de l'œuvre de Michel Journiac, qui est là, s'il te plaît, d'Occupation des lieux, là. La dernière phrase, là. L'avant-dernière ligne, avant la signature. Pas le dernier paragraphe, là. À partir de là, oui. Vas-y, vas-y, fort. L'état d'urgence d'une telle modification de l'art a été ressenti par quelques isolés. Ici a été tentée la rencontre sans distinction de style, de genre, de quelques-uns, de ceux qui, en France, ont le plus apporté à ce jeu de l'échange, à cette forme essentielle de communication qui sauvera l'homme d'un anonymat corrosif, anémiant, mortel, que la société de consommation lui prépare. C'est en quelle année 1900 3 décembre 1968. Dans ce qui est devenu aujourd'hui la Fondation Cartier, boulevard Raspail, ce qui était l'American Center for Studies. C'était l'époque où la CIA payait pour faire des expositions qui nous minent. Vous comprenez bien que tous ces artistes qui vont ne pas pouvoir travailler en France parce que la pression de l'Église, de la bourgeoisie, de l'armée est telle qu'ils vont partir ailleurs. Marcel Duchamp, par exemple. Marcel Duchamp part ailleurs. Marcel Duchamp part à Vienne. Voilà. D'autres partent aux États-Unis. Picabia avec lui. Et Picabia, après, Marcel Duchamp le rejoindra là-bas. Voilà. Marcel Duchamp, c'est important parce que c'est l'éminence grise de l'art moderne. C'est lui qui va être à la tête de toutes les expositions universelles du surréalisme. Marcel Duchamp, c'est le premier qui n'a qu'une envie, c'est de rentrer avec tous les autres dans les salons et faire du cubisme. Sauf qu'il fait du cubisme et qui ressemblerait un tout petit peu au futuriste. Oh, malheur à toi. Tu fais du cubo-futurisme. Nu descendant l'escalier numéro 2. Tu vois, c'est le genre des traits. Et quand il expose en 1913 à la première grande exposition aux États-Unis, à l'exposition de l'Armory Show, les visiteurs, les vrais artistes, copient l'atelier rouge de Matisse et le nu descendant l'escalier de Duchamp et le brûlent devant le lieu d'exposition. Le brûlent. Et la presse américaine écrit, en parlant du nu descendant l'escalier, c'est une explosion dans une fabrique de tuiles. Mais comme il est trop cubo-futuriste, eh ben, les cubistes ne veulent pas qu'il l'expose. Et alors un jour, il va se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on juge qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art? Alors il va faire un truc complètement dingue, il va faire un ready-made, un objet tout fait. Il va prendre un objet, il va le mettre dans l'exposition, un porte-bouteille. Il passe devant le bon marché, il voit un porte-bouteille. Un porte-bouteille, normalement, c'est un truc en bois, avec des tiges en bois. Voilà. Et là, il y a des industriels qui ont, avec du métal, fait un genre de porc-épic où on met les bouteilles comme ça, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que pourrait être un dessin cubiste. Hein. Et alors, en fait, c'est un dessin, c'est de la 3D dans l'espace, c'est du Picasso réarrangé, mais du coup, c'est un vrai objet. Si je le pose et que je le mets dans le musée, enfin, pas le musée, parce qu'à l'époque, il n'est pas question de le mettre dans le musée. Si je le pose et que je dis que c'est une œuvre d'art, simplement, si je pointe, si moi, artiste, je pouvais décider que tel paysage allait devenir le sujet de ma peinture, je peux décider que cet objet-là, ça va devenir le sujet de ma peinture, de mon œuvre. Donc je dis, cet objet-là va devenir le sujet de mon œuvre. Maintenant, je suis libre, je me suis débarrassé du sujet, des beaux-arts, de la manière de faire et du reste, et j'ai compris qu'il fallait une nouvelle manière de montrer l'espace. Donc je dis, ben, ça va être ça. Ça s'appelle le pouvoir d'indexation, c'est ce qu'explique Marcel Duchamp. Voilà, indexer. Moi, artiste, je décide que ça va être le sujet. Oui, mais c'est pas fait à la main. Alors. Et c'est l'histoire du dessin. Et voilà, est-ce que c'est parce que c'est fait à la main que c'est du génie? Est-ce que ça peut pas être fait à la machine? Est-ce que le XXe siècle et le XIXe siècle a moins de génie qu'avant parce qu'il y a des machines? Bon, d'accord, ok. C'est parce que c'est signé. Alors, il va continuer à signer.
mais d'une fausse signature. Rapidement, on va enlever la signature. Parce qu'évidemment, la signature, si on signe, ça définit un espace qui est celui de l'art. Si on veut avoir le lien le plus fort entre l'art et la vie, on ne le signe pas comme ça. On a l'impression vraiment que c'est un espace, un objet dans l'espace. On va le signer au dos, on va le signer ailleurs, on va arrêter de signer. Et en même temps, un ouvrier à l'usine, il signe. Et moi, qui suis un artiste engagé, pourquoi est-ce que j'irais signer, puisque je ne suis plus un démiurge inspiré par les dieux dans ma tour d'ivoire ? Et que je me sens plus proche d'un ouvrier que du professeur de l'école des beaux-arts. Ben non, je vais arrêter d'imaginer que je dois montrer quelque chose qui parle de moi tout le temps. On pourrait même aller un truc complètement dingue, faire de la peinture abstraite. Wow. Abstraite, vous dire, mais sans figuration. Ah non, c'est très différent. Parce que la peinture abstraite, ça ne veut pas dire que ce n'est pas figuratif. Hein. Parce que je représente n'importe quoi, c'est une abstraction du monde. Hein. Ça ne sera jamais la chose. Ou alors c'est la présentation. Mais dès que c'est une représentation, c'est une abstraction du monde. Ça va ? Dès que c'est une représentation, c'est une abstraction du monde. Sinon, c'est une présentation. On ne va pas tarder, hein. On va pas tarder à y arriver. Hein. On va bientôt se dire que c'est plus excitant d'avoir la chose que de la représentation de la chose. Mais de toute façon, si je l'extrais du monde, c'est une abstraction du monde. Donc c'est une abstraction. Donc, alors, querelle. Oui, il faut arrêter de parler d'abstraction, c'est de la non-figuration. Bon, alors là, c'est comme quand les maoïstes, les trotskistes et les Stalin commencent à se foutre sur la gueule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les initiés. Aujourd'hui, je vous parle, je suis certain qu'il n'y en a pas un qui fait la différence, ou pratiquement pas. Qui fait la différence entre un Stalin, un Mao et un trotskiste ? Ok, baissez les bras. Ça, c'est un truc énorme. Vous avez posé la question il y a 50 ans à ceux qui avaient écrit l'article, là, ils pouvaient vous expliquer. Hein. Et on ne pouvait même pas imaginer qu'on ne saurait plus. Alors moi, je vois bien à quel point il est urgent de recomprendre, et c'est pour ça que l'art contemporain est si mal compris. C'est que quand on ne comprend plus le contexte d'apparition d'un objet, on perd le sens. Et on a gommé une partie de l'histoire qui fait qu'on ne comprend plus qu'un Daniel Buren qui fait des bandes de 8,6 cm et qui dit « Mais arrêtez de regarder la peinture. La peinture, ça va vous apprendre rien. Regardez le monde. Vous regardez mes bandes et hop, d'un coup, vous regardez le monde. » C'est un outil visuel. Parce que est-ce que c'est intéressant, moi ? Je veux dire, il y a bien longtemps que les gens dans le théâtre ont arrêté de parler d'eux. Et dans la littérature, pareil. Alors pourquoi les artistes continueraient à parler d'eux, comme s'il fallait parler de ses tripes, et moi je vais faire comme ça, et ça, c'est une vision de l'inconscient. 30 ans de surréaliste comme ça quand même. Hein. 30 ans d'abstraction gestuelle, figurative, ou abstraite, peu importe. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la révolution russe fait que va se scinde l'Europe en deux, et que très rapidement on va voir la montée du fascisme partout. Et que très rapidement, les artistes qui en Russie avaient fait la révolution, les Chagall, les Malevich et les autres, alors Malevich c'est quand même le premier qui fait un monochrome, hein, je voudrais quand même que je vous le dise, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut créer vraiment un monde nouveau, il faut vraiment inventer de nouvelles images. Et vous savez, dans les foyers russes, il y a une image qui protège le foyer. À gauche, accrochée dans l'angle de la pièce, il y a une icône, l'icône du Bon Coin, qui protège le foyer. Si on veut se débarrasser de Dieu pendant la Révolution russe, eh ben à la place de mettre une icône avec une vierge, on va mettre juste un carré blanc sur un fond noir, par exemple. Ou un carré blanc sur un fond blanc, soyons fous. Pour arriver dans un autre espace, un espace suprême, où on va se libérer du matérialisme. On reparle communiste, hein. On reprend le langage marxiste. Hein. Voilà. Si on veut avoir conscience du matérialisme historique, il faut se débarrasser de l'objet. Et puis, il faut même retravailler même les matériaux. Parce que vous comprenez bien que la peinture, à la Renaissance, elle est à fresque, elle est peinte sur le mur, elle est intrinsèquement liée à l'architecture. Ce qu'invente la Renaissance, c'est la peinture sur bois ou sur toile. C'est-à-dire ça devient un moyen d'échange dans une société capitaliste. Il faut revenir à la peinture murale. Revenir à la peinture populaire. Pas les grandes thématiques, non, revenir à la peinture populaire. Et ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, tous ceux qui avaient fait l'héritage cubiste, futuriste et autres, ils vont commencer à faire de la peinture murale. C'est les pionniers du graffiti.
et ils vont partir dans le premier pays qui fait sa révolution en dehors de l'Union soviétique, qui est le Mexique. Diego Rivera, Siqueiros, etc. Les grands muralistes mexicains, 1928-1932. Avec notre cher... Redites-le. Frida Kahlo. Et donc, et là, on peint les Indiens. Les Indiens, ouais, c'est à peu près comme peindre des casseurs de pierre, quoi. Bah, c'est les mêmes, d'ailleurs, en fait. Ça intéresse personne? Si, ça intéresse tout le monde. Et on est en pleine révolution. Alors évidemment, à partir de 1932, les Américains vont couper les robinets à tout le monde. Donc les Mexicains qui sont là-bas pourront plus vivre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir en 1932, en 1933, en 1935, à New York. Et je vous rappelle qu'à New York, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise de 29. Donc c'est la WPA, c'est le World, comment non, pas World, c'est là, non, c'est pas WPA, c'est le World Administration, Public Administration, PA, PA, je connais ça par cœur. Bon, enfin. Donc les artistes sont payés comme des plombiers à peindre les murs. OK? Et à faire des tableaux. Et on retrouve Pollock, qui va devenir le tenant de l'abstraction gestuelle dans les années 42, 45, 43, 45, chez P.G. Guggenheim, à la tête de tout ça. Donc on va avoir toute une frange de gens qui vont commencer à se dire qu'il faut penser, on a toujours pensé politique, hein, mais il faut penser politique, il faut penser en fonction de ce qu'on connaît des sciences. Ah, mais il y a un truc très important qui arrive dans les années 20. C'est le surréalisme. Rappelez-vous, pendant la Première Guerre mondiale, il y a des gens qui se disent « Non mais attendez, il faut arrêter de se faire la guerre. » Tu sais, qui mettent une paire de moustaches à la Joconde. Marcel Duchamp. L-H-O-O-Q. C'est juste des lettres. L-H-O-O, L-H-O-Q. L-H-O-Q, parce qu'aujourd'hui, quand je vous pose la question de pourquoi la Joconde est la Joconde, il n'y en a pas 5 parmi vous qui est capable de me le dire. La Joconde est la Joconde parce que c'est le fondement de l'humanisme. À un moment donné de l'histoire. C'est une femme qui vous suit des yeux, c'est extrêmement bien peint, c'est un modèle de qualité de peinture et de compréhension du monde par rapport à l'humanisme, les routes, les ponts, le rôle de l'homme dans la nature, etc., etc., pour demain. De mesurer le monde aussi. Hein. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais à partir du moment où on mesure le monde en perspective, on va le mesurer physiquement, en pied, en pouces, etc. Avant, l'air, c'était Dieu. Dieu était la nature de l'espace autour de nous. Vous savez, à partir du moment où on va commencer scientifiquement à expliquer qu'il y a une nature de l'air, il va bien falloir que, si on peut mesurer l'air, on peut mesurer Dieu. Donc, à la fin du XVe siècle, on va projeter Dieu dans le ciel. Vous savez, on commence à voir des saints et des saintes dans les nuages. Avant, ils ne sont pas dans les nuages. Là, hop, tout le monde dans les nuages. Et nous, sur la Terre. On divise la Terre en deux. Donc c'est formidable. Hein, vous imaginez bien que ça, c'est intenable au XXe siècle. C'est intenable. C'est l'expérience physique, le réel, il est prégnant. Non, il y a un autre espace dans lequel on peut aller. C'est l'inconscient. Qui est presque aussi bien que celui des nuages. D'ailleurs, on dit être dans les nuages. Et donc, à partir de là, on va se projeter dans l'inconscient. Et l'inconscient, c'est formidable. C'est extrêmement dangereux. Hein. Vous savez, c'est Max Ernst qui se disait « È pericoloso sporgersi ». Vous savez ce que c'est, cette phrase? C'est dans les trains italiens. Il est dangereux de se pencher à l'extérieur. C'est tout marqué sur toutes les fenêtres des trains. Et Max Ernst disait « Il est dangereux de se pencher à l'extérieur, mais il est encore plus dangereux de se pencher à l'intérieur ». Ça, c'est pour tous ceux qui ont fait un début d'analyse. L'inconscient, ça va permettre d'amener le nouveau volet d'inspiration qui manquait à l'art. Dali, Magritte, Ernst, et tous ceux qui vont commencer à se dire de l'abstraction à la figure, Miro, à l'abstraction à la figuration, savoir comment on peut trouver, à partir de l'inconscient, dans un espace de liberté. C'est comme si on avait un peu fumé, hein, c'est-à-dire faire de l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est quand on lit le dictionnaire du surréalisme, c'est à la veille, au seuil de la veille et du sommeil, essayer de retrouver le fonctionnement réel de la pensée. Je cite. Hein. Au seuil de la veille et du sommeil,
tenter de retrouver le fonctionnement réel de la pensée. Donc vous êtes avec moi, et en même temps vous dites, vous trouvez qu'il reste 10 minutes ou 20 ? Où est-ce que j'ai garé la voiture déjà ? Il faut reprendre le tram, et après, qu'est-ce que j'ai à dîner ce soir ? En fait, vous le pensez en même temps, mais, vous voyez, mais moi, j'y pense, par exemple. Là, je suis en train de me dire combien de temps il reste, non, mais je ne le dis pas. Alors, Breton, Soupeau et Aragon, quand ils écrivent leur premier bouquin surréaliste, dadaïste, on me dira, c'était juste avant, tout d'un coup, la ponctuation, elle est virée, les idées se croisent. Vous savez, on a l'impression qu'il y a avoir 3 histoires en même temps. Un peu comme, vous savez, les films qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, où il y a 6-7 histoires qui se croisent à l'intérieur d'un même récit. Ben, c'est le début, c'est là. Alors vous imaginez aussi à quel point ça renvoie à l'individu, au moi. On était dans une société où on vivait tous ensemble autour de certaines formes de construction sociale, et d'un coup l'individu, le moi, va devenir central, avec Freud. C'est quelque chose de très important, parce que la peinture va s'individualiser aussi. Mais il y a toute une génération de peintres qui ne vont pas vouloir ça, donc ils vont faire de la peinture abstraite géométrique. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de moi. 1928-1929, des grands courants de peinture géométrique, cercle et carré, abstraction, création, des gens comme Auguste Herbin, comme Theo van Doesburg. Le grand ennemi d'un homme dont je ne vous ai pas parlé encore, parce que c'est le moment de parler de l'abstraction. La première aquarelle abstraite, c'est 1910, c'est Kandinsky. En réalité, c'est faux, il a sûrement antidaté. On n'en est pas certain aujourd'hui, mais à mon avis, c'est plutôt 1912. Mais apparemment, il serait rentré en 1910, bourré, un soir, avec les tableaux retournés dans le couloir, et il écrit qu'il n'a pas reconnu ce qu'il a vu. Et il dit que c'était aussi intéressant que dans l'autre sens. J'exagère pas, hein, c'est à peu près la vraie histoire. J'y étais pas, mais on m'a... Bon. Et donc finalement, il se dit, ah oui, tiens, l'interprétation des rêves, c'est arrivé en 1905. Ah oui, c'est intéressant, et puis on sait que si on prend une ligne qui va grossir et qui va aller vers la pointe, ça va exprimer certains états d'âme. Et qu'un jaune, c'est plus pointu, ça ressemblerait peut-être à une trompette, qu'un rouge qui va être plus plein et qu'un bleu. Et puis on sait aussi que grâce à la couleur, il n'y a plus besoin de faire du dessin en perspective, parce que vous avez des couleurs chaudes et des couleurs froides. Ça, c'est Van Gogh qui l'a très bien montré. Et donc on peut avoir la profondeur dans une œuvre en se passant du dessin. Ça va ? Vous avez toutes les bases de l'art contemporain là. Hein ? Donc vous êtes là et vous dites, bon alors le surréalisme s'ancre dans le communisme, ils sont tous membres du Parti communiste. André Breton va diriger ce mouvement d'une main de fer, d'une main stalinienne. Je vous rappelle qu'en 1921, Lénine meurt. En 1928, Staline vire les trois autres membres juifs, parce que c'était pas possible, c'était considéré comme une internationale du sionisme, et qu'il est extrêmement antisémite, Staline, et donc il va virer tout le monde. Staline, l'homme de fer, va devenir l'homme à la main de fer. Et en 1931, il va faire un truc extraordinaire, parce qu'il a très bien compris qu'en même temps, en Allemagne, à partir de 1933, et en Italie, on va revenir à nouveau à l'ordre. Et que c'est bien joli, les gens qui font de l'abstraction, et qui décorent, qui font du design pour les costumes des ouvriers. Mais que si on veut éduquer le peuple, il faut l'éduquer par l'image. Et va arriver le réalisme socialiste. Zhdanov va écrire 8 tomes sur la nécessité pour les artistes de se mettre au service de la Révolution et de peindre figuratif. Imaginez un peu tous les artistes européens libres qui ont conquis leur liberté avec difficulté face à l'aristocratie, face à la grande bourgeoisie, qui ont intégré une réflexion politique à qui on va dire maintenant il faut que vous peigniez figuratif. Il va y avoir les grands états généraux de la peinture en 1936, 37, 38 à Paris. Ça s'appelle la querelle du réalisme. On retrouve le Corbusier. Oui, parce que vous comprenez, les artistes, ils ont commencé à se rapprocher des architectes, ils ont commencé à se rapprocher des gens du théâtre, ils ont commencé à se rapprocher des gens de la mode. Dali travaille avec comment s'appelle-t-elle la robe homard, le chapeau téléphone et le chapeau... Place Vendôme, elle était Place Vendôme avant, à la place où est Reza aujourd'hui. Je connais quelle, bon, peu importe.
En plus, j'ai fait une conférence pour Shanghai là, sur l'art et la mode il y a 3 semaines avec des KJ. Bon, enfin bon, résultat, c'est terrible. Résultat, c'est terrible, vous comprenez, on est dans une scission absolument terrible. Il y a ceux qui veulent faire de la peinture figurative, qui ont le cul entre deux chaises, et ça continuera jusque dans les années 70. On dira à Buren, qui fait de la peinture abstraite, que c'est un gauchiste. Alors évidemment, si vous ne faites pas la différence entre un Mao, un Stal et un trotskiste, un gauchiste, ça ne vous parle pas. Mais un gauchiste, c'est à peu près ce qu'il y a de pire. Ouais. Pour un communiste pur et dur, un gauchiste, c'est un déviant. Ouais. Donc il a forcément le cul entre deux chaises. Et comme de l'autre côté, il n'y a pas encore de galerie d'art contemporain, vraiment, dans les années 70, il n'y a pas de marché, très peu, ils sont un peu à la rue, quoi. Donc résultat, vous avez, juste au moment où la Deuxième Guerre arrive, du fait de la crise de 29, un retour à la figuration, parce qu'il y a la montée du fascisme et la montée du communisme. Et de l'autre côté, il y a encore les surréalistes qui se disent que, de toute façon, dès le moment où ça ne va pas, on se réfugie vers le rêve et vers l'inconscient. Hein. 1870, juste après, il y a le symbolisme. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a le surréalisme. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'abstraction gestuelle de Mathieu, de Pollock, l'expressionnisme abstrait américain. Donc dès l'instant où ça ne va pas, on se réfugie dans l'inconscient. Ce qui est très effrayant, parce que j'étais avec un des acteurs principaux et conseillers de Nelly Rodi. Ça vous parle, Nelly Rodi ? Grosse boîte de je ne sors pas, parce que sinon là, je vous raconte des trucs. Enfin, il me disait que le surréalisme revient. Et moi, en bon historien d'art, je dis non. Il me dit, regarde. Et du coup, pendant 3 mois, j'ai regardé, je fais, oui, le surréalisme revient. C'est pas mal. Donc, entre l'étau chinois et américain, on est pas mal. C'est pas, ça va, et russe, un petit peu. On a... Bon courage. Non, mais attendez, c'est formidable. Vous vivez un monde formidable. Vous allez vivre des choses, sans aucun doute, que peu vivront. Oui, c'est terrible, mais en même temps, j'imagine qu'il y a des gens qui sont vraiment ennuyés et qui adoreraient vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, non mais oui, mais sérieusement, moi, je vous rendez compte, j'ai fait un monde sans guerre chiant. Voilà. Ok. Ça va aller ? Tout ça est à prendre au 2e et au 3e degré, je vous rassure. Hein. On est donc au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi toute une frange donc, de retour à l'ordre, retour à la peinture, avec retour à la figuration. Il faut peindre tout l'art nazi qui arrive avec Arnaud Breker en même temps. Toute une partie de l'art français aussi, qui, avec l'arrivée du Front populaire en 1936 en France, explique qu'il faut regarder l'art des plus simples, l'art naïf. Et en repartant de Rousseau, on recommence à regarder l'art des fous. Parce que si Freud, l'inconscient et le surréalisme l'a amené aussi au premier plan. Puis je vais vous dire, quand on est sur le point de rentrer dans un 2e conflit mondial de cette ampleur-là, ça va l'art naïf. Hein. Ça ne fait qu'une description à peu près juste de l'écho de cette chanson de 1939 que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la... 1939. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? 1939. Je sais pas, c'est un peu comme si Daft Punk se reformait là. Ils nous sortent voilà, juste là. Voilà. Bon, la Deuxième Guerre arrive, tout le monde s'en va, hop, tout le monde part aux États-Unis. Normal, hein, sinon on va en prison ou dans les camps. Kandinsky, Mondrian, Malevitch en Russie revient à la figuration. Mayakovsky qui était avec lui se suicide, comme ça c'est clair. En France, tous ceux qui étaient dans abstraction, création, cercle et carré reviennent plus ou moins à la figuration ou s'en vont aux États-Unis. Voilà, et on les retrouve tous en 1941 à New York, dans la galerie de Peggy Guggenheim, Art of the Century.
Max Ernst, qui est le plus malin, a la bonne idée de se marier avec elle. Vous savez, Max Ernst, vous voyez ? Ce type qui prend un crayon, le met au bout d'une corde et le laisse aller sur un tableau, prend une plante, met une feuille dessus et fait du frottage. Vous savez, qu'on faisait avec une pièce et qu'on fait apparaître le visage. Qui prend des coupures de l'encyclopédie et fait des découpages et fait un magnifique ensemble qui s'appelle La femme sans tête. Alors, il faut aussi quand même convenir que les surréalistes, ils sont très très culs. Hein. Et l'inconscient, quand même, c'est là, quoi. Hein. Donc, globalement, si vous voulez, la femme, elle est considérée comme la source de toute création sexuelle. C'est assez terrible. Louis Bourgeois le peint très bien, ça l'écrit très bien. Louis Bourgeois qui était aux États-Unis, tu sais qu'il y a la grosse araignée qu'on voit tout le temps, qui est au Guggenheim à Bilbao. Voilà, ça c'est sa mère, mais en même temps c'est sa mère, mais l'araignée c'est celle qui protège aussi. Et Louis Bourgeois qui faisait des femmes maison, qui faisait des œuvres qui montraient bien que la femme avait une véritable puissance avec des installations, des sculptures avec des femmes avec 5, 6, 8, 10, 15 seins, comme des déesses crétoises. C'était quelqu'un qui très tôt a développé un art féministe qui luttait contre le patriarcat et le côté extrêmement sexué d'André Breton qui renvoyait la femme au début du fantasme. Voilà, ça c'était bien, ça suffisait, quoi. Vous avez les noms principaux là, hein, Marcel Duchamp, Kandinsky, vous pouvez chercher une œuvre de tous ceux dont j'ai cité, Malevich, Mondrian, je vais les reciter au cas où. Donc j'ai dit, hein, Brancusi, donc j'ai dit, donc on recommence, hein, j'ai pas parlé de Munch tout à l'heure, hein, dans l'expressionnisme, en même temps que le fauvisme, j'ai oublié, mais voilà, vous pourrez aller chercher. Donc ce que vous devez vous rappeler en conclusion dans les 10 dernières minutes qui nous restent, c'est cette intégration de l'espace et du temps comme médium pour l'art au XXe siècle, et vous avez compris pourquoi, hein, et du politique, naturellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a véritablement la naissance d'un art contextuel. Je vous ai parlé de Matisse et du fauvisme, je ne vous ai pas parlé de Munch et de l'expressionnisme, mais je vous ai parlé du lien que les deux avaient avec ce regard sur le primitivisme, les arts océaniens, africains, et la culture du japonisme hérité des impressionnistes. Je vous ai parlé de Umberto Boccioni, du futurisme. Je vous ai parlé de toutes les découvertes scientifiques qui font qu'on va se passionner pour toutes ces découvertes qui nous permettent de mieux comprendre la nature de l'espace autour de nous. Je vous ai parlé de Robert Delaunay et de l'orphisme, de Constantin Brancusi, je vous en ai parlé, je vous en ai pas beaucoup parlé. Constantin Brancusi, quand même, c'est quand même tellement important. Si vous allez au pied de Beaubourg, devant le centre Pompidou, il y a l'atelier de Brancusi. Il a légué son atelier à l'État. Il a légué son atelier à l'État, mais il leur a dit « Je vous lègue mon atelier, mais vous vous engagez à ne pas séparer les œuvres. » C'est un peu comme dans la suite de Monet qui ne voulait pas séparer les séries de Meule. Parce qu'il pense qu'on voit ces sculptures ensemble. Et puis qu'il faisait des photos aussi beaucoup. Et que quand vous faites par exemple une œuvre en métal, et vous faites la même en bois, et vous la photographiez, c'est pas du tout le même rapport dans l'espace. C'est comme une pâtisserie, quoi. Si vous changez de matériau, vous vous rendez bien compte que l'aspect, c'est pas du tout le même poids, ça donne pas du tout la même envie, c'est pas la même texture, c'est pas le même poids simplement. Voilà. Et d'un coup, on va se rendre compte que si on doit travailler avec la réalité des matériaux, le poids ressenti intellectuellement du matériel qui est utilisé, il est très important. Si on prend un bronze poli ou du marbre, c'est pas du tout la même chose dans l'espace. Ça renvoie pas non plus à la même histoire. Donc il va faire les mêmes, mais il va les garder dans l'atelier. Allez voir l'atelier de Brancusi. C'est le premier qui nous dit une chose essentielle pour bien comprendre l'art contemporain, qui nous dit, il va sculpter le socle, il va poser la sculpture dessus. Mais le socle, il fait partie de la sculpture ou pas? Il sculpte le socle et il met une sculpture par-dessus. Et il dit, en 1909, comment font les gens pour voir ma sculpture sans voir mon socle? Avant, on mettait une œuvre dans un cadre,
et on imaginait que parce qu'il y avait un cadre doré qui délimitait l'espace de la peinture, ça ne concernait pas le reste de l'espace. Vous avez déjà accroché un tableau chez vous? Vous faites attention à la barre des rideaux, à la droite et à la masse que représente le canapé, à la couleur du mur. L'œuvre, elle n'échappe pas à la réalité de l'espace dans lequel elle est accrochée. Ça n'existe pas. Une œuvre, elle n'est pas indépendante. L'expérience qu'on a de l'art, du sentiment qu'on peut avoir d'une œuvre, elle est absolument indissociable de l'expérience physique que l'on a dans l'espace. C'est pour ça qu'un accrochage, c'est aussi important. D'autant plus qu'on va mettre l'un à côté de l'autre des objets qui nous racontent. Vous ne mettez pas l'œuvre que vous avez dans votre salon, dans vos toilettes. Ça s'appelle, on fait un salon de peinture, on ne fait pas des toilettes de peinture. L'endroit principal, c'est le salon. Quand vous avez une œuvre qui vous représente, vous la mettez, même si elle est petite, vous la mettez dans le salon. Alors vous pourriez la mettre dans le couloir. Non. Parce que ça a bien plus de sens qu'autre chose. Et c'est ça qui est signifiant. Donc je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de Vassili Kandinsky, de la première impériale abstraite de 1910. Je ne vous ai pas parlé de Klee, du Blaureiter et du Cavalier bleu, mais vous pourrez aller chercher une œuvre, c'est intéressant. Je crois que j'ai à peine cité l'école de Paris, Modigliani, tout ça, parce que c'est trop. Mais si vous cherchez, vous pourrez trouver. Ça vous permettra de mettre des étages. Vous tapez Tate Line, Tate moderne, Timeline, Tate moderne. C'est très bien fait. Voilà. Piet Mondrian, Mondrian, je vous en ai parlé. Mondrian, c'est un type incroyable. C'est le type, quand même. Il passe par le fauvisme, le cubisme. En 2 ans, 1912, 1913, 1914, il part d'un pommier en fleurs qui ressemble à un pommier et il finit avec des verticales et des horizontales. Et en 1916, il arrive à jeter. Et on voit des lignes qui partent vers, comme une jetée d'un ponton, et qui partent vers le fond dans un tableau ovale. Alors il a tout compris, il a détruit la structure de la page. C'est le premier qui va inventer on va appeler ça cadre américain. C'est le premier qui dit on va arrêter de recouvrir le bord de tableau avec un cadre, comme on fait dans la peinture, comme avant. Vous savez, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'électricité, il n'y en avait pas du tout. On éclairait à la bougie, donc c'était bien le cadre doré, c'était bien parce que ça mettait de la lumière à l'intérieur de la peinture. Et d'un coup, hop, on va se débarrasser du cadre et on va mettre le cadre à l'extérieur, le cadre américain où ça va être posé. Puis d'un coup, on va se dire, mais après tout, pourquoi je ne peindrais pas sur le mur, vous avez compris, hein. Et donc, en fait, tout l'un, et puis après, en fait, c'est absolument contaminé. On va se trouver devant des pièces complètement immersives. Vous n'êtes pas dans le tableau, vous êtes le tableau. Vous n'êtes pas devant l'image. Vous savez, c'est la phénoménologie de la perception, c'est Merleau-Ponty. On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et il dit, vous n'êtes pas devant votre corps, vous n'êtes pas dans votre corps, vous êtes votre corps. Je simplifie, mais globalement, c'est ça. Je vous ai parlé de ça, je vous ai pas parlé de Giorgio de Chirico, et c'est quand même très très important. Vous savez, Giorgio Chirico qui met une banane avec une sculpture à côté, 1912-1915, un train qui passe au fond avec un petit peu de fumée, puis des colonnes avec personne sur la place. Ça vous parle, Giorgio de Chirico? Ça s'appelle la peinture métaphysique, c'était le début du surréalisme. Il va tomber dans le fascisme, il va être viré du surréalisme assez vite. Je vous ai pas parlé de... Je vous ai parlé de Dali, de Man Ray, de Magritte. Je vous ai pas dit Man Ray, mais voilà, de Miro. Je vous ai parlé de Fernand Léger, de la querelle du réalisme et du tubisme. Je vous ai parlé de Theo van Doesburg et d'abstraction, création et de cercle et carré. Je vous ai parlé du Bauhaus. Et je vous ai parlé de Joseph Albers, vous pourrez les regarder sur la couleur, c'est extrêmement beau. Et un des premiers qui commence à travailler sur la lumière comme matériau pour faire de l'œuvre, il s'appelle Moholy-Nagy. Moholy-Nagy, N-A-G-Y. Moholy, M-O-H-O-L-Y, comme ça se prononce, quoi. Pardon. Diego Rivera, l'art mexicain, l'art naïf, je vous en ai parlé. Et puis j'ai terminé avec l'art dégénéré et l'art nazi, Arno Breker. Et face à lui, il faut bien comprendre que tout ce qui est abstrait pour d'un côté du mur en Union soviétique, c'est réactionnaire. Il faut que ce soit figuratif et peint pour les masses. Et de l'autre côté, chez les fascistes, c'est de l'art dégénéré. Vous comprenez pourquoi, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'art sera abstrait ?
Parce que c'est l'art de la liberté. Parce que c'est indéfendable. Parce que peindre figuratif, c'est peindre le beau alors que le beau n'est plus possible. Est-ce qu'on peut encore faire de la poésie après les camps de concentration? Pour peindre des fleurs? Pour peindre des femmes enceintes qui vont porter des beaux militaires comme on l'a fait avant la Deuxième Guerre mondiale? Non, par pitié. Donc on va se méfier du beau, on va se méfier de la figuration, et on va essayer de dire quelque chose de soi, donc va se développer tout un courant d'art abstrait, gestuel, géométrique, pour ne pas parler de soi. Je vous remercie beaucoup. Merci.